Trump double la mise après que l'Iran s'est dérobé à la rencontre à Doha. Les choses avancent très bien à cet égard, mais la réunion à Doha sera peut-être très importante, ou peut-être pas, nous allons le découvrir. Nous sommes en train de gagner, c'est presque acquis militairement. Nous sommes en train de gagner militairement. Je dirais que c'est presque gagné militairement. Téhéran a nié avoir toute négociation prévue avec les États-Unis dans les prochains jours, même après que Washington a annoncé que Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient au Qatar pour discuter du mémorandum d'entente sur la fin de la guerre. La Maison-Blanche parle d'une réunion de haut niveau. Trump dit qu'il est en train de gagner militairement. Et Téhéran répond en disant que sa délégation se rendra à Doha uniquement pour suivre les détails techniques. C'est là que la tension monte. Là, la rencontre devient un test de pouvoir. Israël observe tout avec attention, alors qu'il fait face à des accusations à l'Organisation des Nations Unies et tente de prouver qu'il n'est pas isolé. Il observe, il fait face à des accusations aux Nations Unies. À Versa, il y a un matelas de Herbeat, et c'est une question que tu poserais aussi. Le changement en Hongrie concerne également l'ONU. Lis pas encore, mais nous pensons que ce sera différent. Orban était un véritable ami d'Israël et des États-Unis. La guerre s'est arrêtée sur le papier, mais la pression reste vive en coulisses. Qu'essaie de gagner Téhéran? Pourquoi Trump a-t-il durci le ton? Comment Doha est-elle devenue un test de force? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le gouvernement iranien a déclaré qu'il n'y aurait pas de réunion avec les autorités américaines dans les prochains jours. Celui qui a parlé était Esmaël Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran. Il a déclaré que Téhéran est concentré sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente, en particulier les articles liés à la vente de pétrole et à la libération des avoirs gelés. Selon Baqaei, une délégation technique iranienne devrait se rendre à Doha cette semaine, mais ce voyage n'aurait aucun lien avec la présence des représentants de Trump au Qatar. Washington a suivi une autre voie. La Maison-Blanche a indiqué que Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, et Jared Kushner se rendront à Doha pour des réunions concernant l'Iran. La porte-parole, Caroline Leavitt, a déclaré que les États-Unis respectent leur part de la trêve, mais a précisé que toute violence appellera une réponse violente. Cet avertissement a du poids, car le mémorandum de 14 points signé le 17 juin visait à mettre fin à 4 mois de conflit, à suspendre les hostilités et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Un passage vital pour le flux mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. L'Iran tente de transformer le voyage à Doha en une démarche technique et non en une négociation politique. Baqaei a affirmé que les discussions pour un accord final n'ont pas encore commencé, car, selon la version iranienne, il faudrait mettre en œuvre les points précédents du mémorandum. Il est clair quelle est la version officielle. Est-ce correct? C'est la version que votre porte-parole a annoncée très rapidement. Nous n'avions absolument aucun plan pour rencontrer les Américains à quelque niveau que ce soit dans les prochains jours, donc nous n'avions rien à annuler. Depuis le début également, M. Gharib Abadi l'a annoncé, tout comme moi hier. Cela va-t-il aussi arriver demain à Doha? Beaucoup disent, comme Bolsonaro, que la politique se discute à Doha. C'est une discussion, mais assez détaillée sur la mise en œuvre effective de certains points du mémorandum d'entente, y compris le point lié à la libération des avoirs iraniens bloqués, qui sera traité avec les parties du Qatar. Par conséquent, je le répète, il n'y aura aucune réunion à aucun niveau. Nous n'avons rien prévu avec la partie américaine pour les prochains jours. Le processus de mise en œuvre effective des différents points établis dans le mémorandum d'entente, y compris spécifiquement le point relatif à la libération des actifs, se déroule actuellement comme prévu. En ce qui concerne le 11e point, toutes les mesures nécessaires ont déjà été dûment prises. Et nous espérons sincèrement que, si Dieu le veut, le travail progressera de manière appropriée et atteindra pleinement le résultat que nous souhaitons tant. La lecture à Washington est différente.
Si Téhéran a demandé un allègement, du pétrole, de l'argent gelé et de la stabilité, alors il doit venir à la table des négociations, prendre des engagements et arrêter d'agir comme s'il pouvait choisir uniquement les avantages de l'accord. Trump est entré dans ce contexte sans baisser le ton. Il a dit que les États-Unis sont en train de gagner militairement et il a traité la réunion à Doha comme quelque chose qui peut être important ou non selon le comportement iranien. Si l'Iran se présente, il le fait sous pression. S'il ne se présente pas, cela confirme l'idée qu'il a fui la rencontre. La tension concerne aussi le pétrole. Après l'accord réduisant la pression sur le détroit d'Ormuz et allégeant les restrictions sur l'énergie iranienne, Donald Trump s'est réjoui de la baisse des prix de l'essence aux États-Unis. Pour lui, c'est un enjeu politique à la fois interne et externe. Doha est devenu l'endroit où chaque camp tente de contrôler le récit. Le Qatar apparaît comme une scène de médiation, mais le véritable centre du conflit se trouve entre Washington et Téhéran. Les États-Unis veulent transformer le mémorandum en un moyen de pression et de contrôle. L'Iran veut présenter l'accord comme une liste d'obligations que les Américains doivent remplir avant toute négociation finale. Israël entre dans cette histoire par un autre biais. À l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur israélien Danny Danon a réfuté les accusations selon lesquelles Israël attaque des civils, des médecins, des travailleurs humanitaires et des journalistes. Il a déclaré qu'Israël ne vise pas les civils et a accusé l'Organisation des Nations Unies de fonctionner en quelque sorte sur un mode automatique anti-Israël. Des nations accusent Israël de tuer délibérément des civils, qu'Israël attaque délibérément des médecins, des travailleurs humanitaires et des journalistes. Je suis venu ici à plusieurs reprises et l'ai dit clairement. Israël n'attaque pas les civils. Israël n'attaque pas les journalistes. Israël frappe les groupes terroristes. Israël. Mais beaucoup d'entre vous ont choisi aujourd'hui de répéter les mêmes accusations. Cette réaction est survenue lors d'une réunion sur la Cisjordanie, après que 5 nations européennes ont mis en garde les entreprises contre les contrats liés au projet E1 à l'est de Jérusalem. Danon a tenté de préciser qu'Israël n'accepte pas d'être mis sur le banc des accusés alors qu'il fait face à des groupes terroristes et à des pressions diplomatiques en même temps. Ces propos correspondent à le contexte plus large de la crise. Israël voit une partie de la diplomatie internationale tenter d'isoler Jérusalem, tandis que ses alliés essaient de montrer que cette lecture ne tient pas la route. Danon lui-même a souligné les liens forts avec les nations du Golfe et a mentionné des avancées positives en Amérique du Sud où une nouvelle vague politique a rapproché les gouvernements des États-Unis et d'Israël. Ceci ou cela. Il y a clairement des tendances positives. On parle beaucoup d'isolement diplomatique, mais il y a aussi des aspects positifs. La relation avec les pays du Golfe est très forte. Observe la situation en Amérique du Sud. Il y a une vague de pays qui se rapprochent des États-Unis et d'Israël, et tu sais, c'est quelque chose d'incroyable. Des pays comme la Bolivie, le Chili et le Pérou, jadis opposés à Israël, ainsi que la Colombie, dont le président élu est un vrai ami d'Israël. Dans une demi-heure, j'entrerai au Conseil de sécurité pour une discussion difficile sur la colonisation en Judée et Samarie. L'ambassadrice de la Colombie mènera la discussion, mais elle représente l'ancien gouvernement. Elle est hostile, bien sûr qu'elle va nous attaquer, mais dans quelques semaines, début août, le nouveau président prendra ses fonctions, il remplacera cette ambassadrice et, pour cette raison, il y a de très bonnes nouvelles de soutien à Israël venant d'Amérique du Sud. La Colombie est devenue le symbole de ce mouvement. Abelardo de la Espriella a remporté l'élection présidentielle colombienne et a promis de reconstruire les relations avec Israël et avec les États-Unis après les tensions du gouvernement de Gustavo Petro. Ce détail est important parce que Danon a considéré le changement sud-américain comme une preuve que l'isolement d'Israël n'est pas absolu. Au contraire, alors que les forums internationaux exercent des pressions, de nouveaux dirigeants de droite dans la région tentent de repositionner leur nation aux côtés de Washington et de Jérusalem. La Hongrie est également apparue dans le calcul israélien, mais avec prudence. Orban a été cité comme un allié solide d'Israël lors des votes internationaux, mais il a quitté le gouvernement après la défaite électorale d'avril 2026. Le nouveau gouvernement de Peter Magyar a changé l'environnement politique à Budapest, et cela prive Israël d'un soutien automatique au sein de l'Europe. Cela retire du soutien dans certains régimes, mais il y en a aussi de l'autre côté. Nous avons vu la Hongrie. Ressentez-vous aussi le changement à l'ONU? Non. Pas encore.
Pas encore, mais nous pensons que ce sera différent. Orban était un véritable ami d'Israël et des États-Unis. Il a surtout agi dans l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, pour approuver des décisions, il faut le consensus de tous les membres, et automatiquement, chaque fois qu'une décision contre Israël était proposée, des pays comme l'Espagne, la France, Orban venaient et disaient « Nous n'allons pas discuter de cela. Je m'oppose à cette discussion. » Il a immédiatement rejeté la discussion. Je suppose que ce ne sera pas le cas avec le nouveau gouvernement en Hongrie, mais nous avons encore des alliés qui restent et nous aident, comme la Tchéquie, la Bulgarie et d'autres. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il est important pour moi de transmettre le message que nous ne sommes pas seuls. Malgré le sentiment que tout le monde est contre nous, ce n'est pas exact. Nous avons des amis dans le monde. Malgré cela, Denham a mentionné des alliés comme la République tchèque et la Bulgarie pour montrer que Jérusalem a encore des ponts diplomatiques importants en dehors de l'axe le plus critique. À l'intérieur d'Israël, le gouvernement renforce également l'identité nationale comme faisant partie de la réponse à la pression extérieure. Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, a annoncé des réformes visant à placer les études juives et sionistes au centre du programme scolaire dans les écoles publiques financées par l'État. Réformes et études juives sionistes dans les écoles. Malgré les difficultés, nous continuons à promouvoir l'éducation. Nous n'oublions pas l'identité juive, notre pilier central qui soutient tout. Notre lien avec la terre d'Israël, la Torah et la chaîne des générations. Nous avons investi des dizaines de millions dans la Torah en tant que matière et dans la tradition pour renforcer l'identité juive dans l'éducation. Le programme vise à faire de l'identité juive une base obligatoire dans la formation des élèves, avec une augmentation du budget et l'inclusion de contenus liés à la Bible, à l'histoire, à l'héritage et à la connexion avec la terre d'Israël. Le gouvernement s'efforce de renforcer la culture nationale. Sous pression extérieure, il veut éviter que la nouvelle génération perde le lien avec son histoire, sa foi et sa légitimité. Donald Trump a également lié la crise extérieure à la lutte idéologique interne aux États-Unis. Donald Trump, dans un discours récent, a qualifié la progression des candidats socialistes démocratiques de menace grave pour la nation américaine. Zohran Bamedani a affirmé cette semaine être ouverte à devenir le visage de candidats socialistes. Es-tu inquiet de la montée du socialisme dans le monde? Je pense que c'est une grande menace pour notre nation. Ce n'est pas du socialisme, mais du communisme. Ils utilisent le mot social-démocrate parce que ça sonne bien, mais en réalité, c'est de communisme dont ils parlent. C'est sans doute la plus grande menace pour notre nation depuis sa fondation. Cela inclut la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre. Cela inclut l'attaque de Pearl Harbor. Je pense que c'est la plus grande menace pour notre nation. Les gens vont sourire quand je dis ça, mais les gens intelligents vont dire « Vous savez, il a probablement raison ». C'est essentiellement introduire le communisme aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a jamais rien eu d'aussi dangereux. Merci. Cette déclaration a été faite dans le contexte des élections de mi-mandat. La faiblesse face à l'Iran et la progression de la gauche radicale font partie du même problème. Lorsque Trump dit qu'il gouverne avec le bon sens, il essaie de contraster sa position avec ce qu'il appelle la confusion idéologique. Dans le cas de l'Iran, le bon sens signifie ne pas récompenser Téhéran pendant que Téhéran refuse la négociation. Dans le cas intérieur, cela signifie attaquer le communisme comme une menace directe à la vie américaine. Soit l'Iran tient ses promesses, soit le fait d'éviter la rencontre en dira plus que n'importe quel communiqué officiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.